Ça s'est passé en début de semaine dernière. 6 associations ont déposé un recours contre l'État devant le tribunal administratif de Cayenne. Une action collective pour dénoncer les carences fautives de l'État en matière de lutte contre l'orpaillage illégal et ses nombreuses conséquences. Destruction des écosystèmes sur le Maroni, surexposition des communautés du fleuve au mercure et conditions sécuritaires dramatiques. 30 ans de pollution et de carences selon les associations requérantes dans ce dossier. Pour en parler, leur avocate Megan Sub est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Megan Sub, vous êtes donc avocate. Vous représentez les 6 associations qui sont à l'origine de ce recours. Je vais les citer. Wild Legal, la coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane, l'association des victimes du mercure du Haut-Maroni, la jeunesse autochtone de Guyane, Guyane Solidarité et Mayuri Nature Guyane. On va essayer de comprendre ce matin ce que contient ce recours finalement. Est-ce que vous demandez en quoi, et c'est ce que vous mettez en avant, en quoi c'est une démarche inédite finalement ce recours, Megan Sub? Alors c'est une démarche inédite tout d'abord parce qu'effectivement ce n'est pas le premier recours en carence fautive qui a été déposé, et plus particulièrement devant le tribunal administratif de la Guyane. Mais la démarche aujourd'hui est celle de faire reconnaître, au-delà d'un préjudice écologique qui est déjà reconnu par la jurisprudence française, avant tout faire évoluer les droits bioculturels, les droits de la nature, et pourquoi pas proposer en tous les cas au juge, dans ce recours, que soit accordé finalement au fleuve du Haut-Maroni le statut de sujet de droit, dont pourraient se prévaloir les populations riveraines en tant que gardiens de ce fleuve. Donc c'est là l'avancée première de ce recours. Le second point est évidemment celui de la reconnaissance du préjudice écologique et de sa réparation. Vous avez parlé de droits bioculturels, ça veut dire quoi exactement? Alors les droits bioculturels, c'est des droits en fait qui sont non seulement liés à la santé humaine, mais également à la santé du milieu naturel, et faire en sorte en fait que les deux pans de ce droit soient reconnus et puissent en fait interagir. On reviendra évidemment sur cet aspect-là dans quelques minutes. Vous avez commencé à le dire, il y avait déjà eu un recours à peu près similaire, mais le juge à l'époque ne l'avait pas déclaré comme recevable. C'est quoi la différence aujourd'hui finalement avec celui qui a déjà existé? Alors, c'est vrai que sur le premier recours de mémoire qui avait été déposé en 2014 et pour lequel il y avait une ordonnance qui avait été rendue en décembre 2015, le juge administratif avait reconnu l'irrecevabilité sur des conditions de forme. Il estimait à l'époque que les 2 associations requérantes n'avaient pas intérêt à agir et avait également rejeté les conclusions d'injonction, c'est-à-dire les demandes de mesures qui avaient été sollicitées par ces associations. Aujourd'hui, je pense que la force de ce recours, c'est avant tout le nombre de requérants, parce que vous l'avez dit, 6 associations requérantes, dont certaines qui ont une installation géographique en Guyane et plus particulièrement sur la région du fleuve du Haut-Maroni que l'on vise dans ce recours, et également 2 personnes physiques qui sont à la fois donc présidente de la COPAG et de l'association des victimes du mercure du Haut-Maroni, donc Madame Linia Opoya et Monsieur Michel Aloïké, qui font partie de ce recours. Et je pense qu'aujourd'hui, cette force-là nous permettrait peut-être d'éviter ce qui s'est déjà produit en 2015 et aller au-delà de ces conditions de forme pour vraiment rentrer dans le vif du sujet sur le fond, les obligations qu'a l'État, la carence fautive, donc la violation de ces obligations qui est en lien direct avec les préjudices que l'on pointe du doigt aujourd'hui. Oui, en fait, il faut montrer que les associations requérantes dans ce dossier ont ce qu'on appelle un intérêt à agir, en fait. C'est bien ça. Exactement, c'est une des conditions. Il y a plusieurs conditions de forme en droit. Il y a notamment l'intérêt à agir. Aujourd'hui, nous avons développé une argumentation qui, je pense, est beaucoup plus efficace pour peut-être éviter que soit à nouveau soulever cette irrecevabilité et aller au-delà. Alors, l'un des aspects inédits, on va dire, de ce recours, c'est de faire avancer les droits de la nature. Vous avez déjà dit quelques mots sur le fait de reconnaître le fleuve comme un sujet de droit. Ça peut paraître un petit peu obscur peut-être pour des personnes qui n'en auraient jamais entendu parler. Comment ça se passe et qu'est-ce qui fait finalement qu'un fleuve pourrait être reconnu comme tel ? Alors effectivement, peut-être que aux yeux des juristes en droit interne français, ça peut paraître surprenant également, ou même pour les auditeurs, mais effectivement, il y a une jurisprudence de la Cour suprême colombienne du fleuve Atrato, donc on est vraiment sur une zone géographique qui est à peu près similaire à celle que nous visons, qui a permis de reconnaître comme sujet de droit ce fleuve, et qui a fait découler en fait de la Constitution, des principes constitutionnels colombiens, des droits dont pourraient se prévaloir finalement les gardiens, comme j'expliquais tout à l'heure. Nous, ce qu'on dit finalement, c'est une invitation au juge à faire évoluer le droit
alors que ce soit au stade du tribunal administratif ou bien au-delà, jusqu'au Conseil d'État si besoin. Mais nous utilisons finalement les ressources constitutionnelles françaises pour déduire finalement une évolution qui pourrait être à l'image de cette jurisprudence colombienne. Donc en fait, l'idée finalement, c'est de reconnaître, là en l'occurrence, à un fleuve, des droits qui pourraient être similaires à ceux d'une personne en fait. Exactement, et dont on pourrait plus facilement se prévaloir en justice s'il y a une violation. Aujourd'hui en France, on peut, en tous les cas c'est dans le recours également, on se prévaut de certaines obligations qui incombent au pouvoir public. Je pense notamment à des obligations de protection de l'environnement telles qui ressortent de la Charte de l'environnement 2005, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. En 2011, déjà, le Conseil constitutionnel avait reconnu que les pouvoirs publics et les autorités administratives ont le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. De la même manière, et plus récemment, suite à une QPC en 2023, sur l'enfouissement des déchets nucléaires, le Conseil constitutionnel a indiqué que finalement ce droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé peut inclure également des êtres humains non encore nés. Et nous, on veut se servir de cette jurisprudence pour élargir le champ et se dire pourquoi pas en fait prévoir également pour les cours d'eau, les forêts, et finalement qui fait partie de ces droits bioculturels qui sont interdépendants avec la santé humaine. Donc en fait, là on parle évidemment de l'aspect guyano-guyanais sur l'orpaillage illégal et tout ce qui se passe sur le Maroni, mais l'idée à terme en fait c'est de carrément changer la législation française. Alors oui, en tous les cas, la faire évoluer dans un sens où finalement aujourd'hui les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux sont très importants, et il est finalement du devoir du législateur, mais également des autorités qui appliquent le droit, de le faire évoluer dans un sens qui soit plus favorable au développement durable et aux générations futures. Alors sur la recevabilité du recours et sur l'agenda, j'ai envie de dire là dans les semaines et mois qui viennent, ça y est, le recours a été déposé. Il y a eu ces plusieurs mois d'attente après la demande préalable qui avait été adressée à la préfecture. On en avait parlé au mois d'octobre, et maintenant il va se passer quoi? Vous me disiez que c'était pas encore certain qu'il y ait une audience. Il faut d'abord que le juge considère votre recours comme recevable. Bien sûr, alors il s'agit d'une procédure écrite, ce qui veut dire que ce qui importe, ce sont les échanges d'écriture avant tout. L'oralité des débats, elle est, j'ai envie de dire, secondaire et accessoire, et c'est au juge, effectivement, en fonction du calendrier de procédure qui reste à fixer, qui pourra, s'il convient, organiser, fixer une audience. On attend aussi et surtout la réaction de l'État. Oui. Qui a signé aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura un avocat? Est-ce qu'il y aura des écritures qui vont être communiquées? Sur la temporalité de l'action, on n'a pas trop d'idées. Ça pourrait tout aussi bien partir en médiation également, c'est ce qu'on cherche aussi on invite finalement les pouvoirs publics à ce dialogue concerté avec les acteurs locaux. Mais en tous les cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même une procédure assez longue. Je le disais tout à l'heure, sur la précédente action qui avait été déposée devant le tribunal administratif de la Guyane. Ça avait été fait, je crois, courant 2014, et on a eu une ordonnance finalement décembre 2015. Donc il peut y avoir quand même un temps assez long. Ouais, et procédure d'autant plus longue que là ça commence devant le tribunal administratif, mais si finalement votre recours est déclaré recevable, ça pourra continuer ensuite devant la cour administrative d'appel, puis le Conseil d'État. Exactement. Alors tout dépend effectivement de la décision qui sera rendue. Ça pourra aller directement devant le Conseil d'État, ou alors effectivement, si une décision sur le fond est rendue, un appel éventuel en fonction du résultat devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu qu'on parle de délai et de procédure, Megan Sum, pourquoi il a fallu attendre plusieurs mois avant que vous déposiez le recours? Parce que l'annonce, voilà, je l'ai dit, elle avait été faite au mois d'octobre. Alors effectivement, nous avons fait ce qu'on appelle en fait une demande préalable, qui est en fait un courrier que nous avons adressé beaucoup plus court que la requête auprès du préfet de la Guyane, donc en tant que représentant de l'État, en indiquant en fait les demandes que nous formulions en vue de la réparation du préjudice, en expliquant qu'il y avait une carence, pourquoi il y a une carence et en quoi en fait l'État est responsable, et ce que nous demandions, c'était une réparation. L'absence de réponse de la préfecture a fait créer en fait une décision dont on peut se prévaloir devant la justice aujourd'hui, et en fait le délai
pour finalement déduire cette décision, c'est 2 mois. Oui, le fameux silence de l'administration finalement qui fonde votre recours. Exactement, ce qu'on appelle une décision implicite de rejet. D'accord. Donc nous avons attendu l'écoulement de ces 2 mois et nous avions encore 2 mois pour déposer le recours et nous l'avons fait dans cet intervalle. Alors sur quoi il se base ce recours, Megan Sub? On avait interrogé il y a quelques semaines la juriste Marine Calmet de l'association Wild Legal, donc qui est partie prenante de ce recours-là. Elle nous avait expliqué que cette requête, elle reposait sur une compilation de données. C'est quoi exactement? Quel genre de documents vous avez utilisé pour motiver en quelque sorte votre requête? Alors nous avons utilisé beaucoup de documents, beaucoup de sources. C'est un collectif qui a travaillé avec des juristes donc de la coalition et moi-même. Nous avons réuni des données qui sont des données scientifiques, juridiques, également des données qui sont en accès source libre pour finalement revenir un petit peu sur l'histoire de l'orpaillage illégal en Guyane et constater aujourd'hui les violations. Nous avons utilisé des documents qui sont du document lié au PAG, le parc amazonien de Guyane, des documents du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, également de l'ONF, l'Office national des forêts. Nous avons essayé de compiler également des ressources qui ont été collectées par les associations mêmes. Je pense notamment à l'association Solidarité Guyane qui est menée par Jean-Pierre Havard, qui lui-même a mené des campagnes de prélèvement en fait, capillaires sur les populations du fleuve Maroni pour finalement montrer le taux de contamination au mercure. Et c'est à travers ces différentes données-là que nous, ensuite, nous avons préparé le recours en faisant donc la compilation de ces informations-là et en liant ces informations et ces constats à la violation d'obligations, donc comme je le disais, de protection de l'environnement et de protection de la santé qui incombe à l'État aujourd'hui. Oui, donc en fait, comme des preuves pour montrer toutes les conséquences de l'orpaillage illégal, à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi environnemental. Exactement, c'est tout l'enjeu du recours en carence fautive parce que c'est un recours en fait pour mettre en avant la responsabilité de l'État. Et qui dit responsabilité de l'État dit qu'il y ait une faute, qu'il y ait des préjudices et que finalement ces préjudices soient en lien de causalité directe et certain avec les fautes et les violations qui ont été commises et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant dans ce recours. Alors, puisque vous en parlez, ce recours, il est quand même fait pour que soit reconnue la responsabilité de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que ça se passe devant le tribunal administratif. Mais pour démontrer que l'État n'a pas respecté certaines de ses obligations, il faut se baser sur des textes. Lesquels finalement? Quels textes, quelles conventions vous servent d'appui dans ce recours pour dire voilà ce que l'État aurait dû faire en matière de lutte contre l'orpaillage illégal? Alors je disais tout à l'heure, il y a tout d'abord les dispositions constitutionnelles de la Charte de l'environnement, dont est déduit beaucoup d'obligations, d'autres obligations constitutionnelles dont j'ai déjà parlé. Il y a également des dispositions européennes. Je pense notamment aux directives européennes sur la protection des masses d'eau. Il y a également des dispositions donc, européennes conventionnelles. Je pense à la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qui en fait, il y a l'article 8 qui donc défend le droit au respect de la vie privée et familiale de chacun. Et de ce droit, qui est très large, peut découler un droit à la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs ce qui a été déduit de la jurisprudence européenne et dont on se sert aujourd'hui, puisque ça fait... Le juge est également, le juge administratif contrôle également l'application de ces conventions-là. Et c'est en ce sens que nous sommes prévalus de tout ceci, plus encore des obligations de droit interne. Et la première, c'est l'arrêté d'interdiction d'usage du mercure dans l'orpaillage. Je le rappelle, c'est en 2004 que cet arrêté avait été pris. L'application s'en est faite depuis le 1er janvier 2006. Et nous, on se prévaut justement de cette interdiction-là pour pointer du doigt finalement le fait qu'aujourd'hui, l'orpaillage illégal qui est encore prégnant se sert non seulement du mercure qui est interdit, mais également emploie des méthodes d'orpaillage qui nuisent gravement au milieu naturel. Ces violations, du coup, si on résume, elles se jouent à deux niveaux majoritairement. Donc, on l'a dit, les préjudices environnementaux, mais aussi sanitaires sur la santé des habitants. Est-ce que l'un va forcément avec l'autre, l'aspect sanitaire et environnemental, ou bien le juge pourrait vous dire, OK, on vous suit, mais sur seulement un des points et pas forcément l'autre?
Alors le juge aurait totalement la possibilité effectivement de faire une sélection, d'estimer qu'il y a une violation de certaines obligations et pas d'autres, à voir comment il le justifie derrière et quelles mesures d'injonction il pourrait accorder ou non. En tous les cas, nous, on essaye d'avoir une vision qui soit beaucoup plus interdépendante. On se sert notamment du concept de One Health, qui est un concept en fait qui a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé et qui, je pense, est repris en tous les cas par les autorités sanitaires en France et qui en fait consiste à dire que l'ensemble de la santé du milieu naturel, la santé de la faune et de la flore et la santé humaine sont interdépendants et que l'un est inconditionnel de l'autre. Et que finalement, si on veut assurer la protection de la santé humaine, il faut également assurer la protection de la santé des milieux naturels. Sur la santé des habitants, Megan Sub, est-ce que vous demandez finalement que, entre autres, que les personnes contaminées au mercure soient reconnues déjà comme victimes, mais soient aussi indemnisées finalement pour ce qu'ils vivent depuis des dizaines d'années maintenant ? Alors bien évidemment, alors c'est vrai que nous, on a une vision beaucoup plus large dans le recours administratif, puisque en fait, ce sont les 6 associations requérantes qui, elles, outre le préjudice moral dont elles demandent réparation, demandent à ce que soient mises en place en fait des mesures pour réparer le préjudice écologique. Oui. Pour les deux autres personnes physiques de ce recours, on demande également la réparation de certains préjudices. Le préjudice d'anxiété ou d'angoisse, qui est en fait un préjudice qui remonte aux affaires de l'amiante, où on avait reconnu finalement que le fait de se savoir exposé à une matière qui peut potentiellement nous faire développer des pathologies graves, fait qu'il peut être indemnisé. Ce préjudice a été élargi au-delà du contexte de l'amiante et du domaine du travail pour finalement aujourd'hui le reconnaître dans une globalité environnementale. Nous, on demande la réparation pour ces 2 personnes-là qui font partie du recours, mais c'est vrai qu'à terme, il est envisagé également avec la coalition des recours aux fins d'indemnisation et pourquoi pas, dans le cadre d'une médiation, la création éventuelle d'un fonds d'indemnisation qui pourrait être totalement adapté. Après, ça dépend également d'une volonté des pouvoirs publics et des propositions qui seront faites à l'issue de ces différentes actions. Mais vu qu'on parle du statut de victime et de sa reconnaissance, le fait que l'ARS aujourd'hui recommande aux habitants de faire attention avec l'eau du fleuve, vu les risques de contamination au mercure, l'ARS est quand même un service de l'État. Est-ce que c'est pas déjà une première reconnaissance du fait qu'il y ait un problème ? Parce que pendant longtemps, le sujet, il a quand même été écarté par les pouvoirs publics en Guyane. Alors, bien sûr, mais nous, on pointe du doigt le fait de dire que finalement, on invite simplement les populations aujourd'hui qui font face à une pollution qui est énorme et qui a des risques graves tant sur leur santé que sur leur quotidien et leur manière de vivre. On les invite finalement aujourd'hui à faire attention, à ne plus manger les poissons qui sont contaminés, parce que je rappelle quand même pour les auditeurs que la contamination au mercure, c'est ce qu'on appelle en fait une bioaccumulation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le mercure est déversé dans les cours d'eau, en contact avec d'autres bactéries, il va s'accumuler et il va traverser toute la chaîne alimentaire. Les populations les plus vulnérables sont bien évidemment les femmes enceintes, les nouveau-nés. Et finalement, il y a des troubles aujourd'hui de développement neurologique suite à la catastrophe de Minamata qui a eu lieu au Japon, où il y a une entreprise qui a déversé des tonnes et des tonnes de mercure. On peut voir les effets sur la santé. Et aujourd'hui, dire aux populations de finalement ne plus trop manger, de faire attention et faire des campagnes de prélèvement finalement depuis une dizaine d'années, alors que l'on sait que le fléau est là depuis plus de 30 ans, c'est insuffisant. Alors on ne dit pas qu'il y a une inaction, mais on dit qu'il y a une carence. Et donc, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui à faire reconnaître pour qu'il y ait davantage qui soit fait que de simples mesures de prévention. Oui, là, encore une fois, on en revient finalement à l'interdépendance et au lien entre, d'un côté, ce qui se passe sur l'aspect environnemental et de l'autre, sur l'aspect sanitaire. Alors, un des objectifs de cette requête, c'est que la justice, finalement, contraigne l'État, l'oblige à revoir sa copie et qu'il adopte et mette en place une nouvelle stratégie contre l'orpaillage illégal. Autant des condamnations de l'État sur tout un tas de sujets, ça s'est déjà vu plein de fois, autant le fait que la justice pèse sur un choix politique, ça peut sembler un petit peu plus rare. Est-ce que ça s'est déjà produit que le juge impose en fait à l'État d'adopter concrètement de nouvelles mesures ? Alors, il y a eu des jurisprudences en la matière qui n'ont pas forcément
toujours abouti. Je pense notamment à l'affaire du siècle qui était en fait dans la même veine, une action en carence fautive de l'État pour son inaction sur la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a des jurisprudences beaucoup plus récentes qui ont pu aboutir. Je pense notamment au tribunal administratif de Paris qui en juin 2023 s'est prononcé sur 2 sujets, donc la pollution atmosphérique d'une part et la contamination des eaux et des sols par les pesticides en reconnaissant finalement une responsabilité de l'État et en l'obligeant à réparer les préjudices qui en découlent. Comment dire, est-ce que vous êtes confiante finalement? Je me doute que vous allez dire oui et que vous êtes assez optimiste sur ce qui pourrait arriver, mais voilà, compte tenu de tout ce qui a déjà été fait et des difficultés aussi de faire reconnaître toutes ces problématiques-là, est-ce qu'il y a un risque finalement que le juge vous dise simplement non? Ah, bien évidemment. Je pense que c'est en ce sens-là aussi qu'on a fait les premières 140 pages de requête que j'ai sous mes yeux. Finalement, il y a un gros dossier que vous avez amené en studio. Un gros dossier, sans parler des 88 pièces. Mais finalement, on est bien conscient aujourd'hui des difficultés qui sont celles de faire évoluer le droit. Et c'est en ce sens-là que nous avons préparé finalement cette requête et que nous apprêtons également à préparer d'éventuelles écritures complémentaires. Mais nous sommes également confiants parce que nous savons également que l'évolution en matière de droit de l'environnement, il est là. Ouais. Et qu'il faut pouvoir accompagner ce mouvement-là et nous espérons que le juge suivra notre raisonnement. Ouais, vous avez parlé il y a quelques minutes, et ce sera ma dernière question, de l'affaire du siècle. Je le rappelle pour tout le monde, l'idée c'était de poursuivre en justice l'État pour inaction en matière, vous l'avez dit, de lutte contre le réchauffement climatique. Finalement, il y a quelques jours, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de condamnation à une astreinte de plus de 1 milliard d'euros pour l'État qui était réclamée par plusieurs ONG. Votre recours, il s'inscrit finalement dans cette démarche-là de judiciariser peu à peu finalement le militantisme écologique qui longtemps s'est uniquement borné à faire des manifestations. Bien sûr, dans tous les cas, c'est ce que nous incitons aujourd'hui dans nos demandes. On demande non seulement à ce qu'il y ait des mesures d'injonction à l'État que prononce le juge administratif, qu'il y ait également une expertise sur le préjudice écologique et que l'ensemble de ces mesures soient accompagnées d'une astreinte, c'est-à-dire que si l'État ne s'exécute pas dans un certain délai, il y ait une sanction financière, puisque aujourd'hui, c'est l'enjeu de la justice, c'est de pouvoir en fait inciter l'État à réagir et à agir surtout concernant la lutte contre l'orpaillage illégal. Merci beaucoup Megan Sub d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, vous êtes l'avocate qui représentait les 6 associations qui sont à l'origine de ce recours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. À vous. Très bonne journée.